Alors, bon après-midi tout le monde. Nous allons maintenant poursuivre avec un débat en plénière intitulé Projet infonuagique, intitulé Éducation et infonuagique, la technologie et la loi. Sans plus tarder, j'inviterai M. Denis Lalonde, journaliste techno pour le Journal des Affaires et directeur de contenu pour Productivité 2020 chez TC Média, à appeler les panélistes sur la scène pour un débat d'une durée de 1 heure. Merci beaucoup, Madame Labarre. Nous allons donc procéder. J'ai invité les panélistes à venir sur scène, en commençant par M. John Weigelt, directeur national des technologies de l'information chez Microsoft Canada. Maître Étienne Dubreuil, associé au cabinet d'avocats Welch Bussière. Monsieur Michel Robitaille, directeur architecture, sécurité et planification TI pour l'Instructional and Information Technology Services de l'Université Concordia. Monsieur René Guittard, coordonnateur direction des technologies de l'information au Cégep du Vieux-Montréal. Monsieur Daniel Martin, coordonnateur BIOS, service des technologies de l'information à la Commission scolaire de Montréal. Et Monsieur Pierre Trudel, professeur et titulaire de la chaire L.R. Wilson sur le droit des technologies de l'information au Centre de recherche en droit public à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Donc, on parle aujourd'hui d'informatique en nuage dans le milieu de l'éducation. On parle de technologie et la loi. L'informatique en nuage, donc, ça permet... En gros, je suis sûr que si je vous demandais c'est quoi la définition pour vous de c'est quoi l'informatique en nuage, j'aurais probablement autant de définitions que de personnes dans la salle ici en ce moment. Par contre, il y a une chose qui est sûre, qui se recoupe dans toutes les définitions probablement, ce serait que c'est le cloud ou l'informatique en nuage permet d'accéder à une application de partout, en tout lieu. Combien ici ont, par exemple, une adresse Hotmail ou une adresse Gmail? Vous pouvez lever la main dans la salle. Donc, Hotmail, en gros, c'était une application cloud avant qu'on appelle ça du cloud. Ça vous donne un bon exemple. Mais aujourd'hui, même si l'informatique en nuage est un peu la saveur du mois dans l'industrie des technologies de l'information, il reste qu'il y a beaucoup d'enjeux qui viennent avec l'adoption de l'informatique en nuage, notamment dans les universités ou dans les cégeps au Québec. On parle d'enjeux technologiques, on parle d'enjeux de sécurité, on parle d'enjeux légaux et aussi d'enjeux au niveau des infrastructures. On va tenter de démystifier tout ça avec vous aujourd'hui. La première question que j'aurais pour nos panélistes aujourd'hui, c'est de démystifier un petit peu quels sont les impératifs technologiques qui sont liés à l'adoption de l'informatique en nuage. On pourrait commencer avec M. Weigelt. Well, it's great to be here and to be able to talk to you about my experience around talking to Canadian customers around the cloud. One of the things that continues to abound in the marketplace is that there's some mystery around the cloud, a lot of confusion, and I spend a lot of my time demystifying cloud computing. And so when we think about it as people, one of the things we do to try to make sense of the world is we compartmentalize things. And so we as technology people have done ourselves a disservice by calling this cloud of a variety of different things. And sometimes there's confusion around things like the legal frameworks. People confuse consumer-grade cloud services, those photo sharing sites, with enterprise cloud services, where you have an agreement that, hey, companies like Microsoft don't access your data, have no ability to get at your data. And so it's very, very important that we get very crisp quickly when we start to talk about cloud computing and talk about how we're going to use that, because there's many myths out there. There's some people that believe that it's all or nothing. You have to put it all on the internet. You have to put it all with a particular provider. You have a lot of flexibility. It changes the way that we look at the world. It changes the way that you look at development. It changes the way that you look at those resources that are there. And so it's important that we get very, very specific, very crisp, very quickly, so that we can debunk those myths, so that we can deflate those elephants that come into the room around the cloud computing. And so we know that there's flexibility around having stuff in public. We know there's flexibility to have stuff in private or even have community clouds. And so let's get very specific around what we're using it for and the data that's there.
And let's debunk some of the myths. There's some jurisdictions, some regions in Canada that believe that it's prohibited, that you're not allowed to use international cloud. And there's nothing further from the truth. You require safeguards, you require appropriate due diligence, and the proper risk assessments, but you can get to the cloud. And so it's important as we start to look at the cloud computing that we get very, very crisp, know what we're using it for, and then get specific on what our compliance requirements are. Monsieur Robitaille. À Concordia, on a entrepris une démarche qui ne date pas d'hier. On est à peu près comme vous, comme toutes les autres universités, dans la même situation, c'est-à-dire qu'on recherche à optimiser le buck, c'est-à-dire le dollar qu'on investit dans les infrastructures. On s'est vite rendu compte que pour offrir une infrastructure à 46 000 étudiants, plus une population d'à peu près 7 000 employés, ça totaliserait probablement autour de 15 millions. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec cette patate chaude-là, si vous me passez l'expression? On s'est dit, il faut, comme on fait en informatique souvent, c'est de diviser pour régner. On s'est dit, puisqu'il y a des lois au Québec qui nous incitent à protéger les informations personnelles, on va donc s'attaquer au rehaussement de nos infrastructures, mettre tous les dossiers étudiants et tout ce que vous voulez, tout le bazar que vous gérez déjà, on va le conserver sur nos infrastructures. Mais pour ce qui est des échanges entre les étudiants ou entre les étudiants et les profs, tant qu'il ne s'agit pas de données de recherche, de données personnelles, on n'y voyait pas tellement d'interdits ou de barrières à la croissance. Donc, on s'est mis à regarder les solutions dans le cloud, celles notamment de Microsoft avec Office 365, mais celles également de Google. À l'époque où j'ai débuté cette démarche-là, il y avait un certain fuzziness, c'est-à-dire une zone grise à l'effet que certains étaient ISO, d'autres n'étaient pas ISO. Mais pour faire un bilan complet aujourd'hui, je peux dire que Microsoft est certifié de A à Z, c'est-à-dire qu'ils suivent en cela les standards internationaux ISO 27000. En ce qui concerne Google, j'ai pu le confirmer avec eux, ils sont certifiés FISMA, malgré la controverse qui avait existé dans les années 2010-2011. Et de cela, il en découle un fait certain, c'est-à-dire qu'au niveau de la sécurité, c'était une des choses qu'on recherchait fortement. On recherchait des entreprises mondialement reconnues, mondialement solidement implantées, qui pouvaient nous assurer qu'ils suivent des standards, qu'ils les appliquent. Et en ce sens-là, ces deux grandes entreprises-là, il y en a d'autres en passant, mais pour les services qu'on recherchait, ces deux entreprises-là sont souvent auditées par les organismes américains. Je mentionne au hasard, par exemple, le Statement on Auditor Standards, le SAS 70. Les deux sont soumis à ces règles gouvernementales américaines. Là-dedans, je mentionne au passage qu'il y a deux types de certification. Le type 1, qui est celui qui dit « je le fais », et le type 2 qui dit « je le fais, mais un auditeur vient et vérifie ». Dans les deux cas, ils sont certifiés type 2. Ils vont passer à une nouvelle norme des auditeurs américains parce que l'info nuagique l'impose. Et ils vont passer cette année à SSAE 16, qui est une autre norme, et vous verrez, vous pourrez trouver l'acronyme facilement. Mais bref, nous, depuis qu'on s'est lancé dans cette expérience-là, bien sûr, au niveau infrastructure, il a fallu déployer certaines choses, comme par exemple s'assurer que tout ce qui est données personnelles, rien n'apparaît dans notre Active Directory. Et de ce fait, on a mis en place des politiques, des règles de gestion, et on interdit, par exemple, à la publication de toute information personnelle, sauf celle que la loi nous permet, à savoir nom, prénom de l'usager, et ainsi de suite. Et la Fédération nous permet de gérer qui a accès à quoi, mais à partir de l'intérieur. On n'a pas mis notre Active Directory dans le cloud, il est chez nous et on le gère tel quel. Et à partir de là, je passe la parole au prochain panéliste. On va maintenant voir le point de vue des cégeps par le biais de M. René Guittard. Merci. Écoutez, on parle d'impératifs technologiques, mais il y a aussi un mot qui ressortait, là, il y a les impératifs économiques. Quand on parle de cloud, on essaie de voir aussi comment est-ce qu'on peut en tirer, comme mon collègue le disait ici, là, le most bang for the buck. C'est des choses qu'on regarde. Il y a aussi des lois et des coupures qui ont été faites dans le réseau collégial. J'imagine que la commission scolaire et l'université aussi là, en ont subi. Donc ça nous force des fois à être créatifs, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là pour
accéder à des ressources qui pourraient coûter moins cher à ce niveau-là. Ça, c'est dans le but de garder une gamme de services auxquels nous, on est conviés d'offrir à notre communauté. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'il faut prendre en considération quand que nous, on a comme service informatique à assurer la prestation de service, mais il y a toute la question de gestion des patchs, la sécurité, les mises à jour. Donc, il y a des choses intéressantes qui peuvent être vues du côté du cloud. Donc, quand on utilise des services qui sont hébergés, bien, on peut s'attendre à avoir ces services-là qui sont faits par une autre partie. Donc là, nous, ça nous dégage d'un certain temps pour s'attarder à la prestation de services. Il y a aussi des lois, je pense notamment ici à la loi 100 qui vise la réduction de personnel. Il y a aussi la loi 133, bon, tout le monde est au courant, on en a parlé avec M. Chartier tantôt, qui vise à regrouper. Donc, il faut essayer de voir comment est-ce qu'on va le faire, comment tout ça va s'orchestrer. Il y a l'évolution rapide des technologies. Ça devient un peu essoufflant aussi de suivre cette vague-là quand on a je dirais des petites équipes au niveau collégial. Là, ça joue dans le réseau parce que les tailles des collèges sont différentes. Ça peut jouer entre 2-3 personnes jusqu'à 20-25 dans les plus grosses équipes informatiques. Il y a la hausse de la complexité des systèmes aussi qui vient jouer là-dedans. On parle d'AD qu'il faut qu'ils se connectent à des services comme Office 365. Donc là, il faut voir comment faire les passerelles. Et il faut s'attarder un peu à ces choses-là. On a aussi des difficultés au niveau des ressources humaines. Le recrutement, on en parlait tantôt, c'est difficile. On a une difficulté actuellement à trouver du personnel qualifié et d'avoir de la bonne main-d'œuvre et de la retenir aussi. Alors souvent, on peut en trouver, puis là, ils vont partir ailleurs. C'est triste, mais c'est la réalité. Et là, tu as toutes les questions aussi de choix qu'il y a dans le cloud, les SaaS, les IaaS, les Hardware as Services, de se trouver un peu là-dedans, de dire, bien, c'est quoi la formule, qu'est-ce qui va satisfaire nos besoins. On parle notamment de Dropbox, de Azure, Gmail et Whatever Drive. Il y a aussi la pression de notre clientèle, c'est-à-dire les professeurs, les étudiants qui, eux, arrivent et connaissent ces technologies-là. De plus en plus, ont des ordinateurs, sont au courant de ce qui se passe. Ils vont vouloir accéder à des ressources, ils vont mettre une pression. Donc, nous, on a des décisions à prendre. Qu'est-ce qu'on offre? Est-ce qu'on ouvre notre portefeuille de services ou on va le garder un peu plus restreint? Donc là, c'est quoi les choix? Quel chemin on va prendre? C'est des questionnements qu'on a dans le réseau collégial. On en parle beaucoup avec nos collègues. Je ne prétends pas pouvoir amener des réponses ici, mais des questions. Puis je pense que c'est un peu l'esprit du débat. C'est un peu d'en discuter, de mettre les idées, puis d'orienter un peu les choix. Les risques un peu associés à ça, des fois, c'est de complexifier. En ayant des clouds, en sortant de notre environnement, de notre salle de serveur, en allant voir du côté du cloud, bien là, c'est de complexifier, de doubler un peu les services et de voir un peu comment est-ce qu'on doit travailler dans cet environnement-là. Monsieur Martin, le point de vue de la Commission scolaire de Montréal. Écoutez, je vous avertis tout de suite, moi je suis pas un légiste, là. Je m'occupe principalement d'infrastructure et puis d'optimisation du soutien, d'où BIOS. Alors, chez nous, on a quand même regardé le cadre législatif parce qu'on n'est pas irresponsable, mais il y a une loi qui nous a interpellés, c'est la loi sur l'instruction publique. Et puis, une des choses la loi sur l'instruction publique, c'est la loi qui donne l'ensemble des responsabilités des commissions scolaires. Puis, un des éléments de cette loi-là, c'est que le maximum de ressources doit être décentralisé vers les écoles. Donc, on n'est pas une shop de TI, là. On aime beaucoup jouer dans le système, puis tout ça, là, c'est fascinant, puis c'est très intéressant d'être capable de faire un travail pour la collectivité à partir de ces instruments-là, mais ce n'est pas le but d'une commission scolaire. Le but d'une commission scolaire, c'est de s'occuper des enfants, c'est de faire réussir des jeunes, c'est de les scolariser, les socialiser, les éduquer. Bon, ça, c'est balisé par la loi. Mais maintenant, tout ça se fait dans un environnement où on vit le virage numérique, vous le savez, et il y a des attentes de la population, il y a des attentes de nos amis commissaires, il y a des attentes des parents, il y a des attentes des élèves eux-mêmes qui arrivent et qui veulent travailler avec tout ce qu'il y a de nouveau, tout beau. Donc, qui veulent tout stocker, qui veulent garder leur fabuleuse recherche sur les dinosaures qui prend 2 gigs, dans un serveur qui, moi, dessert 100 000 étudiants. Là. 100 000 étudiants, dont 70 000 jeunes, qui ont tous fait, une fois dans leur vie, une recherche sur les dinosaures. La conséquence de ça, c'est que j'ai un choix.
Si je veux que toute cette belle recherche-là puisse être envoyée par courriel, stockée, archivée et puis partagée sur un site d'équipe, je peux investir. En tout cas, j'ai calculé juste pour un exchange en 2012 à R2, pour la quantité de gens que j'ai à servir, quelque chose comme basic un demi-million, mais de base, là. Avec un demi-million, je ne réponds pas aux besoins et je ne réponds pas aux attentes. J'ai ça ou j'ai zéro? Après quelques minutes de réflexion, j'en suis arrivé à la conclusion que ça valait peut-être la peine d'explorer l'alternative gratuite. Puis effectivement, c'était la première loi que je devais obéir, moi, comme gestionnaire de fonds publics. Le reste, c'est de se poser la question, effectivement, dans ma stratégie d'adoption du nuage, qu'est-ce que je vais privilégier comme première étape d'intégration? Je vais privilégier, évidemment, tout ce qui est gratuit et tout ce qui est volume, du gros volume comme ça que je ne serais pas capable de fournir. Là. Le reste, on va le voir plus tard, mais c'était vraiment ma première préoccupation. C'est une préoccupation qui anime un peu tout le monde, même au privé. Là. Mais dans mon cas, à moi, c'est le respect de ma mission, dans le fond, qui commandait que j'aille chercher une avenue à 0 $. Là. On va maintenant parler des enjeux juridiques liés à l'adoption de l'informatique en nuage, parce que là, on vient de parler de toutes vos préoccupations au niveau de l'installation des infrastructures. Mais je suis curieux de vous entendre aussi à savoir un peu si les solutions gratuites sont aussi sécuritaires, peut-être que celles pour lesquelles on paye en forfait mensuel ou en forfait annuel ou peu importe. Comment on gère, dans le fond, d'un point de vue juridique, l'installation, l'information aussi qui peut être déposée dans un nuage? Est-ce qu'on y va avec les données juste des étudiants, par exemple? Juste les données de recherche? Est-ce que les professeurs peuvent aller mettre leurs notes dans un système qui est implanté dans un cloud? Est-ce qu'il peut y avoir des fois de l'information privilégiée ou de l'information privée, des données privées qui peuvent être subtilisées par plus facilement peut-être par des pirates informatiques dans un environnement en nuage? Là-dessus, j'aimerais peut-être avoir les réactions premièrement de nos deux juristes à la table, en commençant au panel plutôt, en commençant avec M. Pierre Trudel. En fait, il y a toujours eu, et il y aura sans doute toujours des lois qui imposent des obligations aux organismes, aux personnes, en ce qui a trait à la protection de certains renseignements sensibles. Et c'est généralement à l'égard de ces renseignements-là qu'il faut, comme le premier intervenant l'a dit, il faut s'assurer de bien évaluer les risques, bien évaluer les obligations qui s'imposent aux organismes pour éventuellement s'assurer de disposer d'un service d'info nuagique qui offre les protections, offre les garanties qui sont celles qui s'imposent aux organismes. Pour bien d'autres données, comme celles que vous venez de mentionner, en effet, il n'y a pas d'obligations spécifiques qui sont imposées aux organismes comme les commissions scolaires, les collèges ou les universités. Et de fait, il faut bien être assez réaliste pour s'apercevoir que ça se fait. Les enseignants à mon université utilisent des clouds commercialement gratuits. Ils le font de façon régulière. Et j'ai bien peur de dire que ce serait probablement difficile de revenir en arrière. Ce serait comme essayer de débrouiller des œufs dans beaucoup de domaines. Et donc, il me semble que là où il faut peut-être être plus attentif, c'est l'enjeu des données sensibles, des données personnelles, pour lesquelles, en effet, il y a des obligations. Par exemple, on ne peut pas communiquer des données personnelles en dehors du Québec pour la plupart des organismes publics si on n'a pas la garantie que ces données-là bénéficieront d'une protection équivalente. La compréhension que la plupart en ont, c'est c'est plus dangereux de véhiculer ces données-là vers les États-Unis que vers l'Europe, où là, la protection est relativement bien forte. Et donc, pour les fournisseurs de cloud, ça veut dire qu'il leur faut garantir qu'ils n'iront pas mettre certaines données aux États-Unis, tout simplement, parce qu'aux États-Unis, on a pris le pari de dire qu'on accorde moins de protection aux données personnelles. On a vu cet été à quel point parfois les données personnelles peuvent être mises à mal
aux États-Unis. Et donc, forcément, ben, ça, c'est un coût que les entreprises qui utilisent le territoire américain pour asseoir leurs services de cloud devront avoir à assumer. Mais il est vrai que dans certaines juridictions, comme au Québec ou en Europe, il y a des obligations très strictes en ce qui a trait à la protection des données personnelles. Et là, ben, c'est aux organismes de faire leur choix en conséquence. Il y a des offres de services qui peuvent certainement fournir des solutions de cloud qui sont respectueuses des impératifs ou des obligations qu'il y a dans les lois au Québec. Mais dans le domaine de l'éducation, et c'est particulièrement vrai dans le domaine universitaire, il est probable qu'on va devoir reconnaître que ça ne peut pas tout être réglé de façon centralisée. Les équipes de recherche, les chercheurs, les enseignants, les professeurs, les étudiants, de toute façon, trouvent et utilisent des solutions d'info nuagique qui répondent à leurs besoins particuliers. Et j'ai bien peur de dire qu'il n'y a probablement pas assez de ressources dans le système d'éducation pour qu'il en soit autrement. Et donc, il va falloir utiliser ce type de ressources. Par ailleurs, je rappelle qu'il y a quand même des obligations. C'est qu'un organisme qui confie des documents technologiques à un fournisseur d'info nuagique doit s'assurer que ce fournisseur-là est capable de lui fournir une solution qui va assurer la protection, qui va garantir que seules les personnes qui ont droit d'accéder à un document y auront accès. Et s'il y a d'autres protections de sécurité ou de droits d'accès qui doivent être assurés, bien, l'organisme doit se donner les moyens d'obtenir des garanties à cet égard-là. Et c'est ça, il me semble, le grand défi qu'imposent les lois à l'heure actuelle. Le Québec a une loi depuis 2001 qui avait anticipé cette situation-là. En fait, une loi qui dit que lorsqu'un organisme confie des documents technologiques à un prestataire de services pour qu'il en assure la garde, ce qui est bien le cloud, bien, il y a l'obligation de s'assurer que les mesures de sécurité, les mesures de confidentialité sont correctement mises en place pour répondre aux besoins puis répondre aux obligations qui incombent à l'organisme en matière de protection de ces informations-là. Dans ce sens-là, le Québec est probablement la juridiction la plus avancée au Canada parce que sa législation prévoit déjà une solution à cet égard-là. Monsieur Dubreuil. J'ai quoi? J'ai 1 heure là, pour répondre à ça? Une heure divisée par 20. Excellent. Écoutez, merci infiniment. Comme ceux qui sont ici le savent, moi, je suis un praticien du droit. Celui qui a écrit le livre sur le cyberespace, c'est Pierre Trudel. Je vous inviterai à lui poser beaucoup plus de questions qu'à moi, d'ailleurs. CAPEX versus OPEX, c'est la façon dont je regarde, moi, le cloud. Dans la façon dont on aborde ce genre de dossier-là dans le cadre de l'industrie, que ce soit l'industrie privée ou l'entreprise, vais-je utiliser, parce que ce soit une entreprise privée qu'une entreprise qui soit du domaine public, comme une université, comme un collège ou comme une commission scolaire ou autre, les obligations sont les mêmes. On est pris avec plusieurs dichotomies, à mon avis, qui sont les suivantes. D'abord, il y a tout le monde, I think like you've said it, everybody has his or her definition of what a cloud is. De telle sorte que, qu'est-ce qu'est le cloud? Comment c'est composé le cloud? Qu'est-ce qui fait quoi dans le cloud? Quels sont les fournisseurs de services dans le cloud? Tout ça devient des éléments matériels sur lesquels je vais revenir dans un instant. Il demeure que c'est, à mon avis, une question qui est d'abord et avant tout de common sense et de bon sens, où vous devez prendre pour acquis que si quelqu'un veut faire du hacking, si quelqu'un veut frapper pour être capable de changer des données, ou donc pour appeler le NSC aux États-Unis, puis pour faire ce qu'ils veulent, ou encore il pourra voir avec des étudiants d'université qui sont qualifiés dans le domaine pour être capable de s'amuser, il n'y a pas un système qui est impénétrable. Première des choses. Alors, le premier test sur le juridique sur lequel il faut s'attarder, c'est quand la loi dit, puis j'en ai amené un extrait ici, qui est la loi sur les organismes publics, qui nous dit qu'un organisme public, je cite, là c'est l'article 63.1 pour ceux qui aiment prendre des notes, un organisme public doit prendre des mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits, et qui sont raisonnables compte tenu notamment de leur sensibilité, de la finalité, de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support.
Or, vous voyez là qu'il y a quand même, du point de vue du législateur, et je rejoins Pierre là-dessus, c'est que le législateur québécois, qui d'ailleurs depuis les années 80 regarde comment ces lois vont évoluer, s'est quand même donné une charpente qui est appuyée sur la raisonnabilité. Ça veut dire cependant deux choses. Ça veut dire que la raisonnabilité doit s'apprécier comme un mouvement. C'est-à-dire que les technologies que l'on a à l'heure actuelle ne sont pas celles que nous aurons demain matin. Les technologies qui nous permettent maintenant de mettre des barrières de sécurité sont peut-être adéquates maintenant, elles ne seront pas demain matin, de telle sorte que pour répondre à votre question, on est obligé de passer par quelle est l'obligation juridique que les gestionnaires ont dans le secteur de la sécurité de l'information. Le cloud, ce n'est rien d'autre qu'un réseau de réseaux. En bout de piste, si on prend, que ce soit Microsoft ou que ce soit d'autres, et que c'est un réseau de réseaux, il faudrait peut-être regarder, à un moment donné, celui qui a le meilleur réseau. Or, la solution à votre question, ou la réponse à votre question, c'est d'être capable d'abord de se poser les bonnes questions. La première question, c'est quelles sont les informations qui sont à ce point sensibles qu'elles ne méritent pas et qu'elles ne devraient pas être transitées ailleurs. Je vous donne un exemple. À l'heure actuelle, je suis en plein milieu d'un projet qui construit un centre de données et il est à cheval entre les États-Unis et le Canada. C'est sûr et certain qu'on va mettre le centre de données au Canada. Le bras long des Américains fait en sorte que c'est peut-être mieux qu'il soit raccourci s'il est au Canada. Et encore là, ce n'est pas une garantie, mais au moins on sait qu'on a une meilleure garantie de pouvoir contrôler les données. Et c'est là où réside tout l'ensemble du juridique. Quel est l'ensemble des données que nous avons qui méritent qu'on en conserve un contrôle et qu'on puisse s'assurer, même à ça, il n'y a aucune garantie. Il n'y a pas un fournisseur de services qui va vous garantir que vos données vont complètement être sécures ou encore qu'il n'y aura pas d'interruption dans le service ou qu'il n'y aura pas de perte de données. Or, ça, ce sont des questions que vous devez vous poser quand vous faites votre vérification diligente. Et votre vérification diligente doit aller plus loin que simplement vous dire, bien, on s'est assuré en posant la question à Microsoft que, oui, effectivement, les données sont sécures. C'est pas assez. À mon avis, que ce soit un organisme public, que ce soit un organisme du secteur privé, la vérification diligente doit aller au-delà de simplement quelques questions. Et elle doit aller dans des questions qui sont des questions de base, à savoir, est-ce que vous avez des mécanismes qui font en sorte que vous faites évoluer vos supports de protection? Est-ce que vous avez des mécanismes et vous les revisez pendant combien de fois? Puis qu'est-ce que c'est que vous avez comme méthode? Qu'est-ce que c'est que vous allez avoir et qu'est-ce que vous allez faire pour m'avertir si jamais à un moment donné, il y avait quelque chose qui m'affecte moi? Et by the way, je ne vous dirai pas de vous me dire qu'est-ce qui m'affecte. Voici l'ensemble des choses qui vont m'affecter. Or, l'autre chose, Pierre d'ailleurs, Maître Trudel, pardon, Pierre en a déjà parlé tantôt, c'est que dans le domaine de ce secteur-là, surtout lorsque les données vont être imparties à un fournisseur de services qui est à l'extérieur de votre propre plan, qui est votre propre serveur, et de plus en plus, c'est ce qu'on va faire à cause de l'OPEX, c'est-à-dire d'avoir un coût qui est bien inférieur à ce qu'on a normalement si on achète nos propres serveurs nous-mêmes, bien, vous devez vous informer à savoir, bien, écoutez, on va mettre ça, qu'est-ce que c'est qui va arriver si telle chose, qu'est-ce qu'on va faire si telle chose, quels sont les mécanismes par lesquels vous allez m'aviser, qu'est-ce que c'est qui est votre prochaine itération du prochain software? Et tout l'ensemble de ces questions-là sont des éléments de vérification diligente que vous devez faire. Vous n'aurez probablement pas une réponse très précise à savoir qu'un serveur est au 1250 ou qu'un serveur est au 999 de tel endroit ou que l'ensemble du cloud est situé à tel endroit. Mais vous devez poser des questions, par exemple, comme qu'est-ce que sont les facteurs de redondance? Si à un moment donné, il faut remonter les données, vous remontez ça par quelle priorité? Or, ce n'est pas juste une question d'équipement. C'est une question, quant à moi, qui est beaucoup plus liée à l'équipementier, qui, lui, va avoir, par exemple, Equipment as a Service. Et deuxième des choses, le CIO. Quant à moi, comme j'ai toujours dit en matière du secteur privé, ça prend un responsable, ça prend une personne qui est imputable. Or, il va falloir qu'on sache à un moment donné que si l'Université Concordia ou encore la Commission scolaire de l'île de Montréal ou la Fédération des commissions scolaires ou la Fédération des cégeps était victime de quelque chose, qu'est-ce qui est la personne qu'on contacte? Et à partir de là, on s'en va où? Parce que c'est un temps de réaction qui est important pour être capable de déterminer, c'est du dommage, ce qu'on appelle en anglais « damage control ». Or, comment est-ce qu'on le contrôle et qu'est-ce qu'on fait? Puis après ça, on va peut-être passer un peu plus tantôt à quelques solutions. Merci beaucoup. Mr. Weigelt. So
I think we've heard that due diligence is required in these domains. What we found in successful deployments is people ask exactly those questions. They ask specifically, what are you doing for incident response? How do you secure my data? And we've almost treated it, and I've used the European model as a data processor model. So you remain accountable for the information. We put right up front at the Microsoft example, you own the data. We don't touch the data. We don't have access to the data. And we manage it in that way. So it's important that you have that due diligence and you ask those questions. We provide that information to you so that you can be comfortable as you go about that process. I think it's important as you start to look at the international conversation is to look at how you're doing your business today. Often people start with a blank sheet of paper and they want to reinvent the world. And they say, you know what, we want to put a man on Mars, a man or woman on Mars, let's get started. And it's important to take a look at how your business is being done today, how your researchers are sharing information today. Research is not done in a single location anymore. There are interactions with people around the world. And so often people lose sight of that when you start to talk about more efficient ways of gaining access to resources, compute resources. We have computational chemistry, computational biology. When we look here in the region, there's some great work happening around pharmaceuticals and research that's happening completely computer-oriented in the cloud. And so it's a different type of data that's there. But we have these global activities. We know that the millennials are sharing information using their mobile phones and whatnot. So we try to simplify that and say, well, what are you doing today? And how does moving to the cloud actually improve things? And we found that when some people take a closer look at the situation, they realize, hey, you know what? We have to hold our nose a little bit about how we're running our situation. We have a lot of organizations where there's volunteers running email servers and putting the backup. Perhaps someplace off-site. I wouldn't say their homes, but perhaps someplace off-site. Is that a way that you want to run your business? So I think that's important. When we start to look at individual jurisdictions, it's important to look at all of them. There's been a lot of focus south of the border and on the U.S. on the access side of the house. Have you looked at what's possible here in Canada? The access rules for your service providers in Canada and the lawful access rules around what governments are able to do with or without providing notice. Have you looked at other jurisdictions? Have you looked at the certification? So one of the things that comes up is the European Union and the talk about the privacy regime that's there. And so when we deploy our cloud services, we need to provide them on a global basis. So we need to be able to have that scale so that we can pass on those low costs to everybody. So we provide globally relevant cloud services informed by local policy. And so when you go through our Office 365 Trust Center and you apply PIPEDA or local legislation, you'll find consent, choice, control, the ability to redress. You'll find all those tools. So it's globally relevant information informed by local policy. And so we have safe harbor certification. We've got model clauses that we include so that you can go through your SAS 70, your SSA 16, and find out what we do for those remediation. And we also invite people to do that controlled approach, to have that due diligence and ask us those questions, because we recognize that consumer-grade cloud services aren't good enough for your business, aren't good enough for your students. And so having that enterprise approach really sets us apart to helping you be confident in that move to the cloud. Monsieur Robitaille. En fait, la chose qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que quand on choisit une solution dans l'info nuagique, il faut se poser les bonnes questions. C'est-à-dire qu'il faut avoir une approche où on fait de la sécurité par design. Sécurité par design, ça veut dire que quand on doit assumer ses responsabilités en fonction des législations, soit québécoises ou canadiennes, ben, on s'organise pour garder nos données chez soi. Quant au risque lié à la propagation de services dans le cloud en ce qui concerne les étudiants, on s'est beaucoup posé de questions sur les risques qu'on devait assumer. Et en ce sens-là, je vous signale entre parenthèses, que l'Université de Toronto a fait un travail assez formidable. Je ne sais toujours pas s'ils ont maintenu leur analyse publique, mais j'ai pu la consulter. J'ai pu consulter les gens de l'Université de Toronto, puis on arrivait à peu près aux mêmes conclusions. À savoir que quand on a un étudiant qui fait du courriel ou qui partage des fichiers entre ses collègues lorsqu'il suit un cours, le risque est à peu près le même que si cet étudiant-là était dans nos propres infrastructures. C'est-à-dire que s'il se fait pirater dans le cloud,
le risque est le même que s'il se faisait pirater chez nous. On va avoir le même temps de réaction, on va avoir les mêmes responsabilités, on va avoir la même urgence d'agir. Par exemple, si, je donne un autre cas de risque, si par exemple une entreprise comme Sony Corporation disait demain matin, bon, cher Concordia, on a détecté par un mécanisme de surveillance que il y a un certain trafic d'œuvres protégées par les droits d'auteur qui est en train de se passer. Notre réaction, qui a été celle de plusieurs maisons d'enseignement, est de dire, OK, on prend bonne note, on va agir, on enlève les choses, on interpelle l'étudiant, puis on l'assoit avec nous, puis on lui fait un petit speech amical. Mais le même risque existe lorsque cet étudiant-là peut transiger ou faire transiter des fichiers protégés par les droits d'auteur dans le cloud chez Microsoft, par exemple. On doit avoir la même réaction. Fait que, en termes de risque, sachant que ces grands organismes-là, Microsoft en tête, Google interagit avec des bonnes pratiques, des bonnes mesures de sécurité, ils sont certifiés. Comme disait Maître Dubreuil, je veux dire, c'est évident que n'importe quel organisme ne peut pas nous garantir qu'ils ne seront jamais sujets à du piratage. La question n'est pas là. Mais on minimise le risque et en ce sens-là, je veux dire, on peut avancer. C'est ce que j'ai principalement à dire sur le sujet. Monsieur Guittard. Bien, dans le réseau des collèges, ce que je décode principalement, ce qui est dit, puis je trouve ça intéressant d'avoir M. Dubreuil, M. Trudel, d'amener des aspects légaux, parce que c'est des questions qu'on se pose. Puis souvent, on avait tendance à dire, bien, est-ce qu'on peut aller, oui ou non, d'aller par dichotomie? Et ce que je décode, c'est que oui, on peut y aller, mais portons un regard sur le type de données qu'on devra mettre. Et si ces données-là sont sensibles, alors n'y allons pas. Et ça correspond à ce que le découpage que je peux présenter, qu'on a dans le collège, puis ça se présente peut-être ailleurs, c'est le côté administratif versus le côté pédagogique. On va avoir beaucoup plus de facilité de prendre le côté pédagogique, c'est-à-dire ce qui se passe dans la classe, la relation prof-élève, la remise de travaux, d'utiliser les services dans le cloud pour faire cet aspect-là. Le côté administratif, on va parler de dossiers de l'étudiant, des données nominatives, données financières aussi, donc de données plus confidentielles qu'on va vouloir garder de façon prudente dans nos institutions. Par contre, si on avait, puis là, j'évoque une idée, puis on peut jeter un pavé dans la mare, puis on verra ce que ça donne, mais s'il y avait, par exemple, un cloud québécois qui était géré au Québec, on connaîtrait, peut-être que là, ça nous permettrait d'aller là. Mais encore là, il faudrait avoir des méthodes de sécurité, s'assurer que c'est protégé. Je pense que les questionnements devraient demeurer quand même, mais il y aurait peut-être une aisance ou une facilité à certaines personnes de dire, ben oui, j'ai envie de participer, puis d'aller mettre mes données dans ces infrastructures-là. Donc, nous, on se pose beaucoup de questions. C'est le fun de venir ici, d'avoir peut-être pas des réponses, mais des éléments de réflexion qui vont pouvoir nous amener à y réfléchir, puis à se poser des gestes, à dire ben oui ou non si on va y aller. Il y a des dangers qui restent avec ça. Je vais vous amener sur des cas concrets. Par exemple, on regarde Adobe qui a laissé tomber la suite Creative Suite, puis aller dans le Creative Cloud. Et qui, au début du mois d'octobre, il y a des hackers qui sont rentrés, sont allés ramasser des données sur des milliers d'utilisateurs. Donc, nous, on est un peu préoccupés parce que c'est des suites qu'on utilise dans le réseau collégial, probablement dans vos réseaux respectifs aussi. Et quand on regarde ça, on est un petit peu sur le break en disant, ben, est-ce qu'on veut vraiment aller vers là? Pour l'instant, chez nous, je parle pour Cégep du Vieux-Montréal, on n'y va pas, j'ai pas de demande, on est correct, on va rester avec la Creative Suite, mais à un moment donné, il va y avoir la pression, les profs vont vouloir aller vers les nouvelles versions, donc il va falloir qu'on prenne des décisions dans ce sens-là. On a aussi des exemples où nous, on est déjà dans le cloud. On regarde, par exemple, notre fournisseur principal qui est Skytech, avec qui on a notre pédagogie et on a aussi nos données financières pour nommer les systèmes principaux. Et ça, c'est une firme privée, pour ceux qui ne le connaissent pas, là, qui est ici au Québec. Donc, ils hébergent. Nos données sont déjà chez eux. Et là, récemment, et ils sont encore dans nos murs, on a la visite du VGQ qui est venu un peu regarder comment ça se passait au niveau des finances chez nous. Et quand ils ont regardé un peu, on avait un ancien système, donc ils regardaient l'année dernière, c'était un autre modèle, mais quand on pense pour la prochaine visite, parce qu'ils reviennent, c'est sur 2 visites avec le VGQ, et quand ils vont revenir, c'est avec le nouveau système qu'on a justement avec Skytech, ils nous ont dit, bien, il faudrait que vous leur demandiez, je l'ai ici, le NCMC 3416, qui est une espèce de audit
pour un organisme externe qui va faire ta gestion financière, pour s'assurer qu'effectivement, il gère-tu bien les données, y a-t-il des copies de sécurité, c'est qui a accès. Donc, il va falloir qu'on demande ça à Skytech. Par contre, on sait que cette norme-là coûte très, très cher à produire. Et je ne suis pas convaincu que notre fournisseur va être très, très enclin à dire « j'ai envie de mettre tant de milliers de dollars ». Est-ce que ça va faire augmenter la facture pour le réseau des collèges? On ne le sait pas. C'est un paquet de questions auxquelles il va falloir qu'on trouve des réponses. Donc, grosso modo, comme je disais tantôt, pour le côté administratif, il y a des questionnements. Côté pédagogique, je pense qu'on est un petit peu plus à l'aise là, du point de vue légal, de dire on va y aller. Et je donnerai des exemples tantôt là, dans le réseau de ce qui se fait. Monsieur Martin. Bien, je ne veux pas paraphraser notre nouveau maire, mais je suis quelqu'un de pragmatique, moi aussi. C'est un grand jour pour la démocratie, c'est ça? Oui. Non? Disons que quand on entend tout le discours autour des aspects légaux du cloud computing, on entend tout le discours sur la préoccupation, la responsabilité de la gestion des données, puis une gestion responsable. On entend security by design. Et moi, quand je me réfère à comment ça fonctionne dans mon réseau, mon plus grand danger sur le plan de la sécurité, c'est le comportement de mes utilisateurs. Peu importe où est le serveur, puis qu'est-ce qu'on fait avec le serveur, il y a toujours quelqu'un qui va faire une folie quelque part, qui va me compromettre soit l'intégrité de mes serveurs administratifs, soit l'intégrité de mon réseau, soit même la possibilité que mon fournisseur me continue à me donner de la bande passante. De temps en temps, une fois par année, je reçois un appel de mon fournisseur. Il dit « Oh, tu as des zombies, puis tu es en train d'attaquer tout le monde. Tu as 24 heures pour le régler. » Bon. Je dis ça parce que par rapport à l'hébergement à l'extérieur du pays, tout devient rhétorique à partir du moment où les gens font ce qu'ils veulent, même avec le courriel corporatif qui est hébergé chez nous. Je pense à mon ancienne présidente, maintenant ministre, qui était insatisfaite du niveau de service que je lui donnais. Bien, on a fait programmer une redirection de ses courriels à elle, comme présidente de la commission scolaire, dans Hotmail. C'est sûr que, bon, elle n'est pas là pour prendre la décision d'aller vers Office 365 ou non, là. Elle est partie ailleurs, mais je ne pense pas qu'elle aurait pu s'opposer. Elle le demandait. On comprend l'importance du rôle d'utilisateur dans la gestion de la sécurité. Puis, là-dessus, nous autres, la façon qu'on a vu les choses à la commission scolaire, c'est qu'on a dit, OK, quelle belle occasion d'avoir une réflexion sur la sécurité et sur le comportement de nos utilisateurs. Donc, on a regardé notre code d'éthique et on a dit, OK, qu'est-ce qu'on dit à nos utilisateurs concernant la sécurité informatique? Qu'est-ce qu'on dit comme consigne? Quel genre de responsabilité j'ai, moi, comme gestionnaire de ressources informationnelles par rapport au comportement de mes clients internes? Puis, on s'est aperçu qu'il manquait des éléments, puis que ces éléments-là étaient centraux dans la façon que je gérais ma sécurité. Par exemple, j'ai dit dans le nouveau code d'éthique qui va s'appliquer à la CSDM très bientôt que tu ne peux pas présumer qu'une communication courriel est une communication privée. Ça, c'est une règle à la CSDM maintenant. Ça veut donc dire que si je traite une information confidentielle, par exemple, je suis un psychologue, j'ai une corporation, j'ai des obligations professionnelles et je traite un dossier personnel de l'élève, je n'utiliserai donc pas le courriel pour transmettre de l'information concernant ce dossier-là. Je n'ai pas le droit de le faire. Et ce n'est pas le gars des TI qui l'interdit, c'est la corporation des psychologues. C'est important de rétablir les responsabilités en lien avec la sécurité là où elles sont. Alors, moi, j'ai une diligence, là, effectivement, là, j'ai des responsabilités, mais une de mes responsabilités, c'est d'établir un cadre d'utilisation qui contribue à une gestion sécuritaire de mes données. Puis, un coup que j'aurai fait ça, je vous dirais que ça sera probablement pas mal plus efficace que d'avoir sécurisé mes firewalls, que d'avoir pris des décisions fondamentales sur le lieu où le serveur va être. Puis à partir de là, ben, on pourra travailler sur les choses plus techniques ou plus légales. Mais la base, là, c'est vraiment, pour nous, c'est celle-là. Et maintenant, par où on commence quand on veut se lancer dans le monde de l'informatique en nuage?
Il y a évidemment plusieurs possibilités pour ceux qui veulent se lancer dans le cloud. Il y a le cloud privé, le cloud public, il y a des clouds hybrides, surtout pour les compagnies qui ont ou les institutions qui ont des périodes de pointe. Donc, c'est plus facile à gérer par le cloud que par des serveurs physiques. Mais j'aimerais savoir un petit peu votre opinion, à savoir une maison d'enseignement, de peu importe sa taille, par où elle doit commencer lorsqu'elle veut aller vers l'informatique en nuage. Parce que moi, j'ai de la misère à croire que les plans, on maigre tout sur le cloud d'un seul coup. J'ai de la misère à croire que ça peut fonctionner. Disons, je préfère l'approche des petits pas. Je ne sais pas, de votre point de vue de gestionnaire, ce que ça donne aussi comme réflexion. On peut commencer avec M. Trudel. Ben, moi, je suis dans une université. Ce que je sais, c'est qu'il y a une partie importante des données, autres que les données sur les personnes, sur les étudiants, qui sont en fait sous la responsabilité des chercheurs, des professeurs, ceux qui s'occupent de diriger les laboratoires. Et ça me paraît assez peu réaliste de s'attendre à ce que ça soit géré centralement. Et là, je rejoins monsieur, c'est-à-dire que ce sont ces décideurs de première ligne qui doivent être à la fois sensibilisés et outillés pour évaluer les enjeux qui sont spécifiques aux données qu'ils ont, évaluer les précautions à prendre, les attitudes à privilégier, et en fonction des responsabilités qu'ils ont, soit comme professionnels ou soit comme chercheurs, parce qu'ils s'inscrivent souvent dans des réseaux qui sont planétaires. Et donc, on a tous comme chercheurs ou comme professionnels une obligation de prendre les moyens qu'il faut pour sécuriser, se comporter de façon sécuritaire à l'égard des données. Et ça, c'est assez important. On est de moins en moins en mesure, en tout cas dans des universités, il me semble que c'est de moins en moins réaliste de s'attendre à ce que tout ça soit fait au niveau central. Les universités sont davantage des fournisseurs d'infrastructures et ils font un travail en général excellent pour sécuriser ces infrastructures-là. Mais ce serait irréaliste de s'attendre à ce qu'ils fassent à la place des chercheurs et à la place des personnes en première ligne le travail qui doit être fait pour s'assurer qu'on agit de façon sécuritaire et de façon responsable avec les données. Monsieur Dubreuil. Je crois qu'on a plusieurs éléments. Il y a plusieurs strates qu'il faut qu'on regarde de façon à s'entendre. Je ne sais pas si on est tous au même niveau dans la salle, au niveau du concept du cloud, au niveau des responsabilités juridiques. Vous allez me permettre de revenir en arrière, puis way back en arrière. La dématérialisation, au fond, comme on la comprend maintenant, le phénomène du numérique, ça remonte à plusieurs années. Et si vous regardez ses origines, c'était qu'il y avait vraiment quelques fournisseurs de services, entre autres les compagnies de téléphone. Alors, les compagnies de téléphone, quand à un moment donné, à travers des équipementiers comme Nortel en particulier, ont sorti un système qui s'appelait le packet switching ou encore la commutation par paquet. En fait, ça en était du cloud à son état le plus rudimentaire, c'est-à-dire qu'une donnée pouvait être véhiculée en Chine, l'autre pouvait être véhiculée à Paris, l'autre pouvait être ailleurs. Puis à un moment donné, ça revenait tous dans un système qui faisait qu'il y avait une intégration de l'information et ça passait sur le fil téléphonique. À ce moment-là, il y avait une organisation qui quand même s'occupait d'essayer de mettre un petit peu de courant, je fais un jeu de mots évidemment, mais un petit peu de pensée commune sur les dangers. Ça s'appelait l'UIT. L'UIT, qui est l'Institut international des télécommunications, avait mis certaines normes de sécurité. Après ça, on passe à la convergence des technologies, où on a le contenu et le contenant qui font un. Les compagnies qui véhiculent tout ça sont maintenant des compagnies d'informatique. Et on en est rendu maintenant à plusieurs strates au-delà de ça, où ce n'est plus juste des compagnies de téléphone, ce n'est plus juste des compagnies d'informatique, mais on a des fournisseurs de services. Et là, dans le cloud, on perd même à savoir est-ce que ce sont des équipements ou est-ce que c'est du software. Alors, on ne sait plus si c'est du logiciel, si c'est de l'équipement. Donc, on commence par où? On commence par s'informer par de quoi on parle. Et comme je disais tantôt, je pense la job première que nous avons comme gestionnaire ou que vous avez comme gestionnaire, c'est de comprendre le réseau ou l'architecture que vous allez utiliser ou que vos consultants, qui sont des personnes qui connaissent en la matière, vous ont proposé d'utiliser. Le facteur le plus important, et je rejoins exactement ce que Maître Trudel dit, c'est qu'on ne peut pas
penser que parce que vous êtes dans une université, un collège, commission scolaire ou n'importe où ailleurs au gouvernement, que vous pouvez tout contrôler, c'est impossible. Or, qu'est-ce que ça prend? Ça prend deux éléments. En tout cas, à mon avis, ça en prend deux, peut-être même un troisième. Le premier élément que ça prend, c'est d'être capable de comprendre les limites de ce qu'on a comme architecture et comme infrastructure. La deuxième, ou le deuxième élément le plus important, c'est de s'assurer qu'une fois qu'on a compris ça, que c'est la limite, parce que la loi, au fond, la loi, nul nous est tenu à l'impossible au niveau de la loi. Là. La loi nous oblige à prendre des mesures qui sont raisonnables, donc à s'informer pour être capable de prendre des mesures raisonnablement applicables, pour être capable de sauver ce qu'on appelle cette vie privée ou ces données personnelles. Donc, une fois que l'institution ou l'organisme gouvernemental a fait ses devoirs pour être capable d'avoir une architecture qui, de par sa définition, devait être la plus sécure possible, selon les moyens qu'elle a, selon tout l'ensemble des choses, le deuxième élément, et ça c'est peut-être l'élément sur lequel on est le plus faible, c'est la formation ou encore l'information. C'est la dématérialisation de l'information, c'est un parfait outil pour être capable de déresponsabiliser tout le monde. Or, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut responsabiliser les utilisateurs eux-mêmes. Parce que ce sont leurs données à eux autres. Or, si à un moment donné, on fait juste dire aux utilisateurs, ben non, on a tous les systèmes de sécurité, c'est parfaitement sécure, et qui peuvent véhiculer n'importe quoi, bon, on vient de dégager ces personnes-là de toute la responsabilité qu'ils peuvent avoir de déterminer qu'est-ce que c'est qu'ils veulent mettre sur une architecture qui, de toute façon, peut être interceptée ou peut faire l'objet d'une interception par quiconque il connaît dans la matière. Donc, il y a ce niveau de responsabilisation-là qui semble manquer. Le troisième élément, à mon avis, qui semble aussi manquer à l'heure actuelle, c'est qu'on ne semble pas avoir d'organisation qui soit multidisciplinaire et sans but lucratif pour être capable de partager ce genre d'informations-là. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous là, qui se sont déjà fait voler leur identité. Levez la main, non, pas nécessaire. Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà fait hacker, que ce soit dans leur serveur privé ou encore ailleurs? Or, c'est dur pour une entreprise, un collège, commission scolaire, un gouvernement, une université, de dire publiquement « Ah, je me suis fait hacker ». Par contre, il n'y a aucun mécanisme, à ma connaissance, qui existe, sauf certains chums anti-CIO de collège ou autres, qui sont capables de se parler et de dire hey, « Écoute, on s'est fait hacker hier, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est qu'il est l'étendue des dommages là-dessus, qu'est-ce que je devrais faire? » Il n'y a aucun organisme qui existe pour être capable de partager cette question-là et d'être capable de pouvoir trouver des solutions qu'on pourrait mettre en place collectivement. Et ça, je pense qu'on doit les développer. Qu'ils soient au Québec, qu'ils soient ailleurs, je pense que c'est à partir de là que se développeront des normes. Parce que SAS 70, ça fait quand même un bout de temps que ça existe, là. La directive européenne, 80, je ne sais pas trop quoi, là, ça fait longtemps que ça existe. Est-ce qu'il y a un update qui est nécessaire à ça? Là? Puis est-ce que l'industrie pourrait peut-être se mettre en commun? Les équipementiers comme Microsoft, Google et d'autres peuvent être, eux, avoir des éléments de recherche et de développement dans certains secteurs, mais si on ne leur fournit pas là où on est vulnérable le plus, bien, c'est dur pour eux d'être capables de développer des outils qui pourront nous permettre de réagir et d'agir en temps propice. Donc, je pense que c'est le troisième volet sur lequel je pense qu'un débat public doit commencer à se faire, à savoir comment est-ce qu'on est capable d'organiser, à tout le moins, un partage de l'information sans être obligé d'aller se flageller comme Radio-Canada sur la place publique. Merci beaucoup, M. Dubreuil. Mr. Weigelt. You know, I agree with this idea of taking a step back and taking a look at where we are with cloud computing today. You know, I go back in time to 1893 to the Chicago World's Fair. Anybody remember 1893 Chicago's World's Fair? Not too many of us. And when we look at the Chicago World's Fair, it was the time of Tesla and Edison, and they were talking about electricity at the time. Anybody remember the killer application for electricity? Street lighting. Now think of your morning this morning and all the things that you relied upon electricity. Think about the last year, medical imagery, refrigerators, the radio, television, your computers. Why did these innovations come about? Because electricity was easy to use. You could plug into the wall and you could gain access to electricity. It was on-demand self-service. You had a network to provide it. No longer did you need the water wheel or the steam turbine. You simply plugged it in and away you went. Cloud computing offers us that same opportunity. And it's enthusing the business leaders, the business manager to make a difference, to transform their business. And so what we see is that they're changing the way that they look at the environment, and certainly in the education space.
And when we start to look at the transformation that's happening in education, we saw last summer of how that transformation was being kind of driven from the streets in some cases. We see things like the massively online open communities, the MOOCs that are out there, complementing existing environments. Now think about that courseware for a moment. That courseware is videos, that courseware is lectures, perhaps rich imagery. It's using network performance from our universities, using up the bandwidth, using up storage within those environments. Is that not something we can put in the cloud? Is that not something we can share around the world? Because we want to attract people, show people what's happening in Canada, live where we love and project our know-how and excellence around the world. And I'm sure as we go around the audience, we say, well, yeah, you know what, courseware, that's a good thing to share out there. Show the great work that's happening, connect up our students. Those are great things. So we need to be specific around these things and not be focused on the mass. So when I look at low-hanging fruit, I think it's important that we look at some of those definitions of cloud computing. I use the National Institute of Standards Technology because it's only got 5 things. That's all I can remember. I'm a simple engineer. I'm not like our legal friends here. And so I remember things like on-demand self-service. So are there things that we're asking our IT staff to do that is routine, mundane, and really tedious? Can we get other people to do that? Are we using our network in the best way? Are we spending money for other people to access our network that we don't need to? Can I reach out to the global community? Do I have students in Africa, in Asia, that are reaching my materials? When I talk to educators across Canada, one of the big growth areas is those international students. Can I pay for only what I use? There's some fantastic things happening with big data. We see global ecosystem modeling that's happening. We see computational biology, computational chemistry, great world-leading research. Can I make use of those assets around the world instead of investing locally, the CapEx versus OpEx examples? And so as I start to look at those NETS definitions, there's some things that pop out that seem really, really straightforward. There's other things that I don't want to touch right now. Right? When I think about law enforcement data, law enforcement probably wants to hug their server so that the witness relocation information is someplace in their basement. And so it's not an all or nothing, it's an and conversation. It's how can I do what I do today and complement it with these things that I shouldn't be doing. Because remember, 70% of my cost in IT is going to keep the lights on, just keeping that server running. And if I can reuse that 70% of cost to my students, I think I'll be better off. Merci beaucoup, M. Weigelt. M. Robitaille. Je crois que l'audience dont vous faites partie, vous avez eu jusqu'à maintenant plusieurs pistes de solutions données par Pierre, M. Dubreuil ainsi que notre invité de Microsoft. Je crois que la première chose que vous devez faire, c'est vraiment vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je dois protéger de façon absolue pour être conforme aux lois? Ça, c'est la première chose que vous devez faire. La deuxième chose, c'est quels sont mes coûts d'opération? Encore là, il s'agit de se poser des questions et savoir est-ce que je peux mettre en place une solution échelonnable. La troisième question que vous devez commencer absolument à vous poser, c'est OK, par qui et avec quoi je commence à discuter? N'ayez pas peur de vos avocats. Parlez-leur. Ils ont un langage particulier, je l'admets. Il suffit de s'apprivoiser. Moi, j'étais pas conscient de ces choses-là. C'est pas dans une enveloppe. Non, d'habitude, l'argent va dans l'autre sens. La transparence. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en parlant aux avocats, on s'aperçoit de choses dont on n'est pas nécessairement conscient lorsqu'on est un informaticien de carrière. C'est-à-dire que, dans quelle juridiction on s'embarque lorsqu'on va dans le cloud? Je ne parle pas nécessairement de Microsoft et Google, mais je parle de quand il s'agit d'infrastructure ou quand il s'agit de plateforme as a service. Avec qui je vais faire affaire? Avec quelle juridiction je vais faire affaire? Est-ce que je dois déplacer les avocats de l'université en Belgique, à Taïwan ou ailleurs? Ce sont toutes des questions auxquelles vous devez commencer de façon absolue à vous poser. Ensuite, lorsque ces questions-là auront été éclairées pour vous, vous devez à ce moment-là peut-être y aller par, comme disait notre animateur, y aller par une approche à petits pas. À Concordia, ce qu'on a fait, c'est simplement dire, OK, sur demande, les étudiants doivent accepter les termes et conditions de nos conditions d'utilisation que nous avons avec Microsoft, car nous sommes responsables d'eux. La deuxième des choses, c'est qu'on a fait une phase 1 qui était d'offrir des comptes aux usagers qui sont nos étudiants sous-gradués. La deuxième phase, c'était de pousser un peu plus loin, d'inclure nos étudiants gradués.
Et progressivement, on est en train de leur dire, bien maintenant, si vous voulez communiquer avec nous pour obtenir un droit d'utilisation de tel ou tel logiciel, vous devez avoir une adresse de courriel dans le cloud de Microsoft. C'est une approche progressive et je dirais enfin que vous voyez qu'on s'en va pour élargir ça à nos 46 000 étudiants. Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est qu'il faut se donner un plan d'attaque en termes de gouvernance informatique. Il faut savoir que dans notre université, comme probablement vous, vous avez plein de trucs qui s'appellent Dropbox et compagnie. Nous, on pense qu'en ayant une approche progressive, on va pouvoir simplement dire et lancer le message qu'il faudrait peut-être utiliser des Dropbox à l'intérieur du cloud de Microsoft. Et là-dessus, je termine. Merci beaucoup, M. Robitaille. On déborde un petit peu, mais on va quand même prendre le temps de céder la parole à messieurs Guittard et Martin avant de conclure le panel. Monsieur Guittard. Merci. Je vais faire ça rapidement. Une fois qu'on sera posé les bonnes questions, qu'on aura trouvé des réponses, moi, je vous invite, allez-y, essayez-les. Ça vaut la peine. Puis je vais vous donner quelques exemples qui ont été faits dans le réseau collégial qui sont des succès. Et je trouve ça le fun de le partager. Par exemple, puis comme à Concordia, il y a mon collègue Alexandre Lupien qui l'a fait au Collège Antique, utilisation d'Office 365 avec ses étudiants. On a l'utilisation de Moodle et Déclic aussi, qui est dans le réseau universitaire. On a un logiciel libre qui est implanté dans le réseau dans presque l'entièreté des collèges qui s'appelle COA, qui fait la gestion du catalogage. On a un logiciel qui s'appelle Octopus, qui est complètement cloud pour faire la gestion des demandes de services et des incidents, qui est utilisé, oui, dans l'éducation, aussi dans le réseau de la santé. Il y a CV Manager, qui est un logiciel qui permet de faire la prise de candidature pour faire du recrutement, qui est aussi utilisé dans la santé, dans l'éducation. Et nous, on a notre SkyTech, que je disais tantôt, là, qui est une espèce de cloud privé avec lequel on a des petites frustrations, mais on a quand même un bon service avec des bons produits aussi. Donc, je vous invite à faire vos essais à vous aussi. Monsieur Martin, le mot de la fin. Merci. En fait, je me demande, à chaque fois qu'il nous arrive un projet, que ce soit info nuagique ou non, là, moi, je ne le définis pas par l'info nuagique, mais bon, il nous est arrivé cette opportunité-là d'avoir un renouvellement de nos serveurs de courriel. Donc, on s'est tourné et on a considéré dans l'ordre rien faire, ce qui était impossible. Deuxièmement, le libre, ce qui était trop lourd, l'info nuagique, qui était gratuit. Un produit commercial qui était très, très cher, ou développé, ce qui est complètement ridicule. Donc, on a pris l'info nuagique parce que c'était gratuit, avec toutes les autres considérations sur la sécurité. Mais c'est un petit peu ma clé de lecture, parce que dans le fond, je suis gestionnaire de la portion de votre paye que vous ne voyez pas. Je suis gestionnaire de fonds publics. Hein? Alors, dans l'ensemble des considérations que j'ai sur l'implantation de l'info nuagique, c'est, premièrement, est-ce que je suis obligé d'y toucher? Deuxièmement, est-ce que c'est sécuritaire? Troisièmement, est-ce que c'est moins cher que le libre, moins cher que le développement d'un produit ou moins cher que l'acquisition? Au fond, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est un outil que je vais choisir ou ne pas choisir en fonction de ma prérogative de gestion puis des règles qui m'incombent de respecter. Là. Mais moi, je le vois comme une richesse et non pas une fin en soi. C'est un ajout dans l'ensemble des outils qui me sont disponibles pour donner un service à ma clientèle. Et cet ajout-là est subordonné aux mêmes règles de gestion, puis aux mêmes règles de sécurité, puis aux mêmes règles de déploiement que toutes les autres possibilités qui sont dans mon kit d'outils, incluant, je le répète, rien faire, parce qu'on est en compétition avec l'info nuagique publique, et dans certains cas, c'est pas nécessaire de se battre. Vous savez, si vous voulez avoir un outil de gestion de rendez-vous, oubliez ça, Doodle, ça fait la job. Non, vous n'avez pas besoin de développer, vous n'avez pas besoin d'acheter une solution, puis vous n'avez pas besoin d'avoir un compte payant pour ce genre d'affaires-là. Alors, il faut choisir ses combats. Là. Alors, pour moi, c'est simplement ça. C'est une perspective de gestion. Merci beaucoup, messieurs. Est-ce qu'on a le temps pour une question? On va prendre une question. Si jamais il y a quelqu'un qui a une question dans la salle, ne vous gênez pas. Il y a 2 micros. Je vous demanderai juste de vous avancer au micro et de bien vouloir poser votre question. C'était clair. Oui. Vous l'avez allumé ou vous l'avez fermé, là, le micro? Donc, s'il n'y a pas de questions, écoutez, messieurs, merci beaucoup de votre participation et je cède le micro à Mme Labarthe pour le mot de la fin.